Montrez-moi un seul pays musulman où l'esclavage n'est pas pratiqué, déclara un jour le prince Faisal d'Arabie Saoudite à un journaliste. Nous verrons que la plus grande opportunité pour les trafiquants d'esclaves réside dans le pèlerinage à la Mecque. La Mecque est le cœur de l'islam, et l'islam est la troisième religion du monde. Enfin, nous trouvons ce que nous cherchions depuis 6 mois le long du golfe Persique, un marché d'êtres humains à ciel ouvert. Celui-ci se tient dans la cour d'un vieux fort. 3 hommes et 3 femmes sont en vente, tous africains. Ils semblent résignés à leur sort. Vous êtes venu avec un nouveau livre, publié toujours chez Gallimard, Continent Noir, et vous l'avez intitulé « Le génocide voilé, enquête historique sur la traite négrière ». Vous employez le terme « génocide voilé ». Quand j'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression que le titre était un peu faible. Oui, faible dans l'espace et dans le temps, surtout, puisqu'on a beaucoup parlé de la traite transatlantique. Bon, mais si la traite transatlantique a été qualifiée et reconnue à juste titre comme un crime contre l'humanité, ce qu'il faut dire, c'est que celle pratiquée par les arabo-musulmans fut un véritable génocide. Parce que le sort qui était réservé, en fait, aux captifs africains apparaît aujourd'hui avec le recul comme une sorte d'extinction ethnique à terme, mais programmée par castration massive. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont pratiquement tous disparu, en dépit des masses énormes d'Africains déportés dans les pays arabo-musulmans. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser le terme de génocide. Parce que si vous avez 17 millions de déportés, et que par la castration massive, vous n'avez qu'une minorité de Noirs qui a réussi à survivre en terre d'islam, alors que de l'autre côté, je parle de la traite transatlantique, vous avez aujourd'hui 70 millions d'individus qui sont descendants ou métis d'Africains qui peuplent le continent américain, des États-Unis jusqu'au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe, alors que dans les pays arabo-musulmans, on n'en trouve plus trace. Tous les esclaves ne viennent pas d'Afrique noire. On peut aussi s'en procurer dans la péninsule arabique. Parfois, il suffit simplement d'organiser une fête. Les jeunes filles sortent de l'abri de leur maison et arrivent des villages voisins. Les organisateurs avisés de la fête ont atteint leur but. Ils peuvent observer les filles à loisir. Ils décident lesquelles ils tenteront d'acheter à leur père ou à leur mari et lesquelles ils devront enlever. Dans une petite villa à la périphérie d'une ville africaine de la mer Rouge, un esclavagiste regroupe les enfants de ses prostituées dans ce qu'on appelle officiellement un orphelinat. En réalité, c'est une école de formation pour esclaves. Pendant les premiers mois, les mères peuvent venir voir leurs enfants. Puis leur maître prend le relais. Il les élèvera et les formera jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour intéresser les trafiquants du Moyen-Orient. Les prix varient selon l'âge, la couleur de peau et le travail auquel l'enfant est destiné. Une jolie métisse de 12 ans peut valoir jusqu'à 5 000 $. Mais c'est avec l'invasion arabe, en fait, en 652, que le général et émir Abdallah Ben Saïd avait imposé au roi nubien Khalidura en 652 ce qu'on appelle le Barth. C'était un accord par lequel le roi nubien s'engageait à livrer annuellement un lot de 360 captifs bien portants et qui était destiné à être réduit en esclavage dans le monde arabo-musulman. Là aussi une précision, quand je dis arabo-musulman, c'est que ce Barth
qui est parti du Darfour, engendrera un trafic qui deviendra à la fois transaérien et oriental et allait impliquer de plus en plus de peuples et de régions qui débordaient largement l'univers arabe. Les négriers qui ont trempé étaient des Maghrébins, ils étaient des Turcs sous l'Empire ottoman ou des Iraniens. On a même trouvé des milliers de ces captifs vendus par les Arabes jusqu'en Inde, puisque le roi du Bengale en possédait près de 8000 au milieu du XVe siècle. Et comme le seul point commun entre tous ces peuples négriers était la religion, je ne peux pas ne pas employer le vocable d'arabo-musulman, mais tout cela était parti du Darfour et aujourd'hui on en revient au Darfour. Eh bien, une chose qui vous paraîtra tellement absurde aux historiens futurs, c'est qu'au Darfour, sous nos yeux, en 2008, eh bien, on continue ce nettoyage ethnique et les instances internationales palabrent sur des questions de procédure. Au bord de la Méditerranée, depuis 2 ans, ces plages étaient devenues le principal point de départ de l'immigration clandestine. Sabratha, un territoire tenu par des milices très puissantes, armées de leurs propres chars d'assaut. Après 3 semaines de violents combats, l'armée libyenne vient de leur reprendre la ville. Ces milices s'étaient spécialisées dans un trafic très lucratif. Un sinistre commerce dont les autorités n'ont toujours pas mesuré l'ampleur. Des migrants venus de toute l'Afrique, achetés et vendus comme du bétail, avant même de réussir à franchir la Méditerranée. Tu viens d'où? Guinée? D'accord, reste là. Et vous? Vous venez de quel pays? Sénégal? Ok, asseyez-vous là. Je n'ai jamais vu ça. Depuis la fin des combats, on en a déjà récupéré entre 6 000 et 7 000. Ça augmente tous les jours. Ils étaient chez les miliciens, chez Alamou et tous les autres. Alamou, le chef de la principale milice de Sabratha, dont voici l'une des rares photographies. L'un des plus grands trafiquants de migrants, aujourd'hui en fuite. Près du rivage, ces soldats de l'armée libyenne découvrent son quartier général et ses entrepôts où il stockait des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Au total, près de 15 000 migrants ont été trouvés dans les hangars de Sabratha. 6 000 seraient encore entre les mains des miliciens. Le commandant Bassem Al-Garabli dirige la lutte contre ces réseaux criminels depuis 4 ans. Il a vu les trafiquants construire leur empire sur le dos de ces migrants. Parmi eux, il y en a qui ont payé jusqu'à 5 000 $ pour arriver ici. Ça peut représenter des dizaines de millions. Alamou, à lui tout seul, possédait au moins 10 millions de dollars. Ces gens sont juste de la marchandise. C'est du trafic d'êtres humains. Un trafic qui, selon plusieurs ONG, rapporterait entre 1,5 milliard et 3 milliards de dollars. Ces migrants, en Libye, on les appelle les diamants noirs. Avant de rejoindre la Méditerranée, ils doivent accomplir un long et périlleux voyage. Ils commencent au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Nigeria. Il se poursuit à travers la Libye, sur l'une des routes les plus dangereuses. Elle passe par Bani Walid, plaque tournante du trafic de migrants. À 150 km des côtes libyennes, dans le désert, la ville de Bani Walid est une oasis.
Une enclave où le drapeau libyen est absent. Ici, c'est le vert qui domine, la couleur de ceux qui sont restés fidèles à Mouammar Kadhafi. Une zone de non-droit où les djihadistes de l'État islamique font régulièrement des incursions et où les trafiquants prospèrent. Notre guide est l'un des dignitaires de la ville, Alou Senkir, professeur d'université. Il nous emmène dans ce foyer dont il assure la sécurité. Salam alaikum. Salam alaikum. Monta 2 weeks. 2 weeks. Oh! Comment ça va? Ah, lui, c'est comme mon fils. This is my baby. C'est mon bébé. This place, Ce lieu, c'est un refuge. On l'appelle la Maison de la Paix. Un endroit pour nos frères africains. Ce sont des migrants clandestins qui ont essayé d'accomplir leur destin, mais ils ont été kidnappés et enfermés comme des prisonniers. Tous ont été séquestrés par des trafiquants et ont dû payer une rançon pour être libérés. Sinali Fofana est ivoirien, il a 33 ans et il rêvait d'Europe. Voilà. On m'a piqué. Pendant 6 mois, il a été torturé. Doucement. Le matin, il va bien manger ça. Il va bien, tu vas voir que ça ira. Doucement. C'est quoi le doucement? Doucement. T'ont tapé les mains? Oui. Mais, pied, tête. La cicatrice. C'est bon. Bon. Il faut le bras là. Pourquoi tu as si mal? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Matin, midi, on me tape. Je suis sorti il n'y a pas longtemps. Donc, pour me rétablir là, il faut au moins un mois. Pendant 6 mois, on m'a tapé. Pendant 6 mois. Matin, midi, soir. On m'a frappé. Matin, midi, soir, on me frappe. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Matin, midi, soir, on me frappe. Il n'y a pas eu l'argent. Quand est-ce que tu es sorti? Je suis sorti, ça me fait maintenant 12 jours. 1 semaine, 5 jours. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va très bien. Ça va. Sinali est passé par 3 prisons différentes. Sa famille a dû envoyer l'équivalent de 3 300 € pour que ses tortionnaires le relâchent.